En 1931, donc Universal, qui a été reprise par le fils du fondateur, hein, vous avez vu au générique, c'est Karl Laemmle Jr., qui est désormais à la tête de Universal, lance donc la production de Dracula, de Tod Browning, et avec Bela Lugosi dans le rôle principal. Et le film va remporter un énorme succès. Alors, à l'époque, on dit que, en partie, le film fantastique va remporter un succès parce qu'on sort de la crise de 29, hein, du krach boursier, que le rêve américain s'est totalement effondré, l'American Dream, et qu'à partir de là, eh bien, pour justement évacuer ces angoisses-là, eh bien, il est tout à fait salutaire eh bien, d'aller au cinéma pour évidemment avoir un autre type de peur. Et donc, du coup, on va avoir pendant tout le début des années 30 une surenchère hein, de films fantastiques qui vont se développer, pas uniquement Universal. C'est ce qui va évidemment déclencher aussi l'apparition du fameux code Hays qui date de 1934 et qui va rappeler évidemment que dans une Amérique très puritaine, le cinéma américain ne peut pas faire tout et n'importe quoi et qu'il y a des limites à ne pas dépasser. On passe à la suivante. Donc c'est Frankenstein, le roman, évidemment, qui est choisi, enfin pas seulement le roman, c'est en fait le roman, et je l'ai dit tout à l'heure, et également l'adaptation théâtrale. Et ce sera facile pour Karl Laemmle d'obtenir les droits, tout simplement parce que le producteur de la version théâtrale a été ruiné par le fameux krach de 29, et donc il va très facilement céder les droits d'adaptation au cinéma. Au départ, c'est Robert Florey, un cinéaste qui s'est fait remarquer avec les Marx Brothers, qui est choisi par Universal. Et Robert Florey va donc commencer à travailler à l'adaptation du film, avec comme acteur principal Bela Lugosi, qui était bien sûr Dracula. Hein, Bela Lugosi qui, si vous le savez, a énormément interprété Dracula, au point que le pôle personnage et le pôle comédien, évidemment, c'était un peu compliqué, et à la fin de sa vie, il s'est fait enterrer avec le costume de Dracula. Donc Bela Lugosi va travailler à la pré-production du film. Florey, évidemment, va engager comme chef opérateur un certain Karl Freund, on y reviendra après. Et vous voyez qu'on a même des plans hein, avec le maquillage de Bela Lugosi. Vous retrouvez une partie, hein, évidemment, du maquillage de Jack Pierce pour Frankenstein. Sauf que Bela Lugosi ne va pas du tout être satisfait. C'est une star à ce moment-là. Il trouve que le costume, le maquillage, tout ça, c'est extrêmement pesant. Il fait 20 kilos, hein, le costume de Frankenstein. Le maquillage ne lui plaît pas, et puis il trouve qu'il a pratiquement pas de texte, hein, et donc au bout, il y a quelques scènes qui sont réalisées, mais finalement, il lâche le film. Ça arrange un petit peu aussi Universal, dans la mesure où les premiers essais, les premiers rushs que Robert Florey fournit à Universal ne sont pas satisfaisants, et on va donc retirer la production de Frankenstein à Robert Florey. À l'époque, les cinéastes comme les comédiens sont sous contrat, résultat, on va entre guillemets refiler à Robert Florey un autre livre, on lui donne Assassinat dans la rue Morgue, et on lui dit bah, tu vas nous faire un film avec ce texte de cette nouvelle de Edgar Allan Poe. Je vous ai mis deux éléments du film. Si vous avez un jour l'occasion, peut-être certains l'ont vu, hein, il y en a qui connaissent Double assassinat dans la rue Morgue de Robert Florey. Voilà. Donc si jamais vous le voyez, donc avec évidemment Bela Lugosi, bah, vous allez vous apercevoir qu'il ne reste pas grand-chose de la nouvelle de Edgar Allan Poe, parce que Florey ne s'est pas embêté. Il a exploité tout le travail préparatoire qu'il avait fait sur Frankenstein. Résultat, on va trouver, comme vous le voyez, un savant fou, on va trouver tout un tas d'éléments dans le film qui sont très proches de Frankenstein. Par ailleurs, le film, lui, dans le domaine de l'expressionnisme, va être beaucoup plus impressionnant encore que Frankenstein. Ça va même aller au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Donc si un jour vous voulez montrer l'expressionnisme cinématographique des années 30 dans un film américain, regardez Double assassinat dans la rue Morgue, vous aurez vraiment cet expressionnisme, mais vraiment poussé le plus loin possible. On continue. Alors,
ce qui se passe, eh bien, c'est que donc Karl Lammle Jr. va chercher un autre réalisateur et il va donc arrêter son choix sur James Whale, qui est un Britannique, qui est passé par le théâtre et qui vient de se faire remarquer au cinéma dans un film qui s'appelle Waterloo, et surtout qui s'est fait remarquer parce que Howard Hughes l'a engagé pour l'épauler sur un film parce qu'il avait trouvé qu'il était extrêmement talentueux. Donc Whale va arriver sur le film de Karl Lammle Jr. et c'est lui qui va trouver Boris Karloff pour interpréter le rôle de la créature. Hein, ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi intéressant de demander aux élèves s'ils ne confondent pas évidemment le docteur Frankenstein et la créature, parce que longtemps on a dit que Frankenstein c'était le nom bien sûr de la créature, c'est le docteur qui s'appelle Frankenstein, mais là on est de toute façon toujours dans la question de qui est le monstre. Hein. C'est d'ailleurs assez étonnant, petite anecdote, mais j'ai lu un article très récemment sur la version théâtrale actuelle de Elephant Man qui a été jouée à Paris. Et ça nous renvoie bien sûr Elephant Man à ce que je disais sur l'art forain, sur le fait que certains monstres ont été exilés. Et le journaliste se demandait si le monstre c'était tout simplement Joe Starr en train de jouer Elephant Man ou le public qui venait voir le Elephant Man joué par Joe Starr. Question intéressante. Donc, il est à peu près persuadé qu'il a trouvé le comédien pour jouer le rôle, et tout simplement parce qu'il le voit tous les jours à la cantine de Universal. C'est là qu'il l'a repéré. À cette époque-là, il a déjà fait 40, 50, 60 films, hein, Boris Karloff, mais évidemment dans des rôles très secondaires. Lui aussi, ensuite, eh bien, il va retrouver un peu plus tard le rôle de Frankenstein. On le retrouvera aussi dans d'autres films, notamment avec Karl Freund, que j'ai cité tout à l'heure comme directeur de la photo de Todd Browning. On continue. Alors, on peut se poser la question, évidemment, de savoir pourquoi cet expressionnisme cinématographique allemand arrive à Hollywood. Pourquoi, d'un seul coup, cette esthétique va devenir les codes du cinéma fantastique américain. Alors, en fait, c'est bien sûr par l'arrivée aux États-Unis, à New York et à Hollywood, de techniciens et de cinéastes allemands, en deux vagues. D'ailleurs, deux vagues très différentes. La première vague, ce sont des cinéastes qui ont véritablement montré leur savoir-faire en Allemagne, qui vont être invités. Alors, quand on dit invités, moi je mets toujours des guillemets, dans la mesure où, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'on les invite à venir faire des films aux États-Unis au moment où le cinéma américain décide de faire une offensive sur l'exploitation en Europe et notamment en Allemagne. C'est donc évidemment assez intéressant, d'une certaine manière, de retirer tout l'aspect créatif d'un cinéma quand on veut imposer le sien. À partir de là, eh bien, vous allez... Le premier et le plus important, c'est bien sûr Murnau, je ne sais jamais comment on le prononce en allemand. Évidemment, quand il arrive, il a à son actif deux chefs-d'œuvre, Nosferatu, dont on parlera tout à l'heure, mais aussi Le Dernier des Hommes, dont le directeur de la photo est Karl Freund, que je viens de citer. Il arrive aux États-Unis et il va réaliser ce que François Truffaut considérait comme le plus grand film de l'histoire du cinéma. C'est L'Aurore, donc Sunrise, c'est un véritable chef-d'œuvre. Ernst Lubitsch, évidemment, qui lui est le cinéaste allemand le plus connu à ce moment-là, il est très célèbre pour un film qui s'appelle La Princesse aux huîtres. Lubitsch va arriver également et va travailler avec les grandes stars du cinéma américain. C'est lui qui fera rire pour la première fois au cinéma Greta Garbo dans Ninotchka. C'est très célèbre. Bien sûr, vous avez Lang et vous avez Karl Freund. Mais là, c'est la deuxième, notamment pour Lang, la deuxième vague. La deuxième vague, bien sûr, arrive avec la montée du nazisme en Allemagne. Parce que vous avez beaucoup de techniciens qui sont d'origine juive et d'autres comme Lang qui fuient le nazisme. Lang a raconté que Goebbels lui avait proposé de prendre la direction du département cinématographique du Troisième Reich,
qu'il a demandé 24 heures de réflexion et qu'il a pris un train pour Paris avant ensuite de s'envoler pour les États-Unis. Souvent d'ailleurs, ces cinéastes passent par Paris et ils font un film en France, hein, c'est le cas d'un certain nombre, ce qui fait qu'on va trouver aussi des éléments de cet expressionnisme dans certains films français. Je citerai par exemple, si vous la connaissez, l'adaptation des Misérables de Raymond Bernard, hein, où là, vous avez clairement les codes de l'expressionnisme qui apparaissent dans cette version des Misérables. Et puis bien sûr, il y a Karl Freund. C'est un génie de la photographie, c'est un inventeur. En fait, on le fait venir aux États-Unis parce que dans Le Dernier des Hommes, il y a des plans, et les Américains voyant le film ne savent pas comment il a fait. Il est absolument génial, il invente des procédés, et donc on va le faire venir pour, évidemment, mettre son savoir-faire au service du cinéma américain. Il va commencer notamment en étant en binôme sur À l'Ouest, rien de nouveau, et son binôme, c'est tout simplement Arthur Edison, et Arthur Edison, qui va être totalement impressionné par le travail de Karl Freund, c'est le chef-op de Frankenstein. Donc vous voyez que tout ça, évidemment, est en circuit fermé. On continue. Alors, évidemment, je ne vais pas développer de manière très précise, je vais donner quelques caractéristiques, pas grossières, mais en tout cas, je vais sortir quelque chose. Voilà. On va aller sur quelques grandes clés de l'expressionnisme. Si vous voulez en savoir plus, vraiment développer un savoir absolu sur le caligarisme, je vous conseille ce livre. C'est évidemment, c'est la Bible dans le domaine. Donc c'est Siegfried Kracauer, de Caligari à Hitler. Alors je ne sais pas si on le trouve facilement, mais ça vaut le coup de se plonger dans ce livre. Alors, il y a un aspect compliqué dans le film, c'est qu'il y a énormément de références cinématographiques d'un cinéma allemand des années 20. Donc c'est sûr qu'il faut quand même avoir une petite connaissance de ce cinéma-là, mais c'est quand même absolument essentiel. Et d'ailleurs, dans ce livre, que l'on trouve la citation de Fritz Lang qui sort de la projection du cabinet du docteur Caligari et qui dit à Robert Vineux et à son équipe: les enfants, vous ne pouvez pas le faire comme ça, vous allez trop loin, l'expressionnisme au point que vous le voulez, ce n'est pas possible, ça effraiera trop le public. Et quand je dis Fritz Lang et son équipe, il faut bien comprendre que ce caligarisme, quand on dit caligarisme, c'est l'expressionnisme cinématographique allemand, on prend le nom du film Manifeste, c'est tout simplement parce que ce genre cinématographique n'a été possible qu'avec un travail en synergie absolument hallucinant de la part du chef-ops, du metteur en scène et du chef décorateur. C'est vraiment un travail en osmose parfaite. Ce qu'on devra retrouver de la même façon dans, évidemment, Frankenstein, sinon ça ne fonctionne pas. On continue. Alors, sans détailler totalement, on peut présenter comme caractéristique de ce cinéma le décor chaotique torturé, la lumière et les contrastes, l'obliquité et bien sûr les monstres. Quand je dis ça, ça doit vous parler puisque vous sortez de la projection de Frankenstein. Alors, le film Manifeste, c'est le cabinet du docteur Caligari, donc qui date de 1919. C'est un film assez hallucinant, là aussi, avec un savant fou que vous avez ici à l'écran, et avec vous le voyez, une créature, bien sûr, dans le film. Donc on a un scénario assez proche, à chaque fois qu'on a un savant fou dans ces films. Je ne sais pas si on a le temps de présenter un extrait ou pas. 5 minutes. Ouais, si on en a un, c'est quand même toujours plus parlant. Ouais. C'est quand même mieux quand les images bougent. Non, c'est pas celui-là. Oui. C'est pas celui-là. Voilà. Quelques extraits de ce film.
C'est une bande-annonce pour un festival. Parce qu'en fait, il ne faut pas utiliser le même micro si tu veux parler par-dessus. Celui-là, je peux? Tu veux la son? Il n'y a pas de son. C'est muet, de toute façon. Ouais, c'est un film muet. Oui, absolument. Il y a une bande-son, mais bon, c'est pas grave. Voilà, si je peux parler un petit peu en même temps. Donc vous allez retrouver, évidemment, ici, les principes de ce cinéma. Donc, évidemment, dans le travail du chef décorateur, c'est toujours assez impressionnant, assez perturbant aussi, parce que le principe, évidemment, c'est de casser complètement toutes les lignes. Vous trouverez difficilement dans ce type de film l'horizontalité, la verticalité. On va toujours tout déstructurer et on va garder comme principe, évidemment, l'obliquité, qui est vraiment l'élément clé de ce cinéma. On va évidemment, vous le voyez, énormément jouer sur les contrastes avec des visages qui ici vont apparaître avec un blanc et un noir qui va être extrêmement travaillé. On va retrouver une théâtralité, mais nous sommes en 1919, donc à cette époque-là, évidemment, le jeu des comédiens est différent. Regardez tout ce qu'on peut avoir comme dessin, et vous voyez qu'ici, on a véritablement cette présence de la déstructuration par des lignes, des triangles et des obliques. On va s'arrêter là pour l'extrait. Xavier ? Ouais. Et revenir sur... Alors ensuite, le film qui va évidemment développer, 3 ans plus tard, on a donc le Nosferatu. Nosferatu qui est un film un peu particulier, puisqu'il est fait sans droit, qu'il a failli ne pas exister, puisque au générique, vous n'avez pas la référence au roman de Bram Stoker. Donc les ayants droit de l'auteur ont fait un procès à Murnau et à ses producteurs, et tout ça est rentré dans l'ordre, mais le film a failli ne pas exister, ne jamais sortir. Vous avez donc ici un travail énorme sur les ombres. C'est vraiment un élément absolu de l'expressionnisme. C'est un travail où l'ombre l'emporte sur le personnage. C'est l'ombre qui, généralement, fournit les éléments. C'est par l'ombre que tout le côté inquiétant du film va apparaître. On va continuer. Et résultat, eh bien, cet expressionnisme, il va, d'une certaine manière, imprégner tout un pan du cinéma américain. Alors j'ai mis de Fritz Lang à Tim Burton, dans la mesure où le cinéaste qui a le plus, bien sûr, emprunté à l'expressionnisme, c'est Tim Burton. Revoyez Sleepy Hollow, etc., tous ces films, même Batman, vous y trouverez, bien sûr, énormément d'éléments expressionnistes. Pour moi, l'un des films les plus réussis dans le domaine, c'est La Nuit du Chasseur, le seul film de Charles Laughton. Si vous avez l'occasion de revoir La Nuit du Chasseur, il y a un travail sur l'obliquité, sur l'ombre, puisque très souvent, le côté inquiétant du personnage interprété par Robert Mitchum apparaît par l'ombre et par son fameux chapeau. Vous voyez ici comment on travaille sur, évidemment, les lignes, et puis bien sûr tout un travail sur l'ombre et la lumière. On va continuer. Tu dis pas les 2 films? Alors là, c'est Fritz Lang, en fait, c'est des polars. Oui, pourquoi je les ai mis aussi? C'est parce qu'on va trouver, bien sûr, dans le polar américain, énormément de travail sur l'expressionnisme. On va mettre les suivants. Alors là, on a 4 films très importants. D'abord, le Dracula de Francis Ford Coppola. On est dans les années 1990. Si vous regardez bien ce plan, c'est pourquoi je l'ai choisi. Vous avez le comte Dracula, Jonathan à côté, vous avez son ombre au fond. Et en fait, dans cette séquence, l'ombre représente la pensée du vampire. Et c'est l'ombre qui va tenter d'étrangler Jonathan, alors que, bien sûr, le comte ne bouge pas. C'est-à-dire que Coppola va exploiter et va faire avancer d'une certaine manière le principe en allant jusqu'à, évidemment, matérialiser l'envie d'étrangler le personnage en utilisant l'ombre. L'intérêt de ce film de Coppola, c'est que c'est une espèce de patchwork. C'est-à-dire qu'en 1992, si mes souvenirs sont bons, Coppola, il s'empare, c'est une espèce d'éponge, et il s'empare de tout ce qui a été fait autour, bien sûr, du personnage, toutes les adaptations,
Et à partir de là, il va tout mélanger et il va pousser très loin le travail. En cela, c'est un film, on pourrait presque dire un film sobre en 1992. Donc un film qu'il faut regarder avec un intérêt, vraiment quelque chose de très important dans l'histoire du cinéma, puisqu'il reprend, depuis les années 30, toute la représentation du vampire. On va avoir du gothique, on va avoir de l'expressionnisme et on va avoir du baroque. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la Hammer. La Hammer, elle sera plus dans le côté baroque de la représentation. Vous avez évidemment à côté, c'est Le Troisième Homme de Carol Reed, un film avec Orson Welles qui se passe dans Vienne après la guerre, et un film qui va énormément travailler, là aussi, jouer sur l'ombre et la lumière. Je pense que vous avez connu le troisième. C'est Tim Burton, bien entendu. Tim Burton qui, lui, alors, maîtrise totalement les codes de l'expressionnisme et qui les exploite, qui les pousse au maximum. Regardez le travail qu'il a ici avec l'ombre. Et puis je me suis amusé à vous mettre le quatrième, parce que je ne pense pas que vous pouvez trouver ce que c'est. Alors c'est un film qui s'appelle Ombre et Lumière, qui est un hommage au cinéma fantastique et évidemment à l'expressionnisme cinématographique, et il est signé Woody Allen. C'est un ovni dans la carrière de Woody Allen. Je vous conseille de le voir, si vous avez l'occasion, c'est vraiment tout à fait étonnant dans sa filmographie. On continue. Ça, on le passe et on va arriver sur l'autre PowerPoint. Alors, on peut se poser la question de cet expressionnisme. Pourquoi arrive-t-il dans Frankenstein? Moi, j'ai je peux, me semble-t-il, apporter plusieurs éléments. Je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, le chef-Ops a été particulièrement impressionné par le travail de Karl Freund. Deuxièmement, quand Robert Florey a commencé à travailler sur le film, il y a eu des séquences de tournée. Ces séquences ont été tournées par, justement, Robert Florey avec Karl Freund comme chef opérateur. Je ne les ai jamais vus, ces extraits, on n'a que des photogrammes, mais on peut imaginer que le travail de Karl Freund sur ces premières séquences est à peu près identique à celui qu'il va faire pour Double assassinat dans la rue morte, qui est le film, évidemment, qu'il fait avec Florey après. Donc il y a sûrement, là encore, des pistes. Et puis, j'ai dit, Well, c'est un Britannique, et pendant la guerre, il a été arrêté, fait prisonnier en Allemagne. Et c'est en Allemagne qu'il a commencé à faire du théâtre, donc dans les années 1910. Or, à cette époque-là, en Allemagne, dans les années 1910, il y a un théâtre prégnant qui est incarné par Max Reinhardt, qui est justement le spécialiste de l'expressionnisme théâtral cette fois-ci. On peut aussi imaginer qu'il a peut-être vu ensuite qu'il s'est lui aussi passionné pour ce cinéma, qu'il a vu des films. Je vais vous montrer un ou deux plans tout à l'heure. Il me semble que de toute façon, les films, il les avait vus, vous allez voir, c'est absolument évident. Alors, qu'est-ce qu'on va donc trouver dans Frankenstein concernant cet expressionnisme? Tout d'abord, bien sûr, le gigantisme absolu des décors. Alors, il y a bien sûr un élément clé, c'est la tour. La tour qui, à chaque fois qu'elle est filmée, donne l'impression de la tour de Babel. Et bien entendu, tout simplement parce que l'idée, c'est de rejoindre Dieu, d'approcher Dieu. D'abord, oui. Alors, c'est quel plan et c'est quelle phrase Le plan, c'est facile. Quel est le plan qui a été censuré? On n'a pas de micro là-haut. Oui. Oui, c'est quand il jette la petite fille dans l'eau. Absolument. Personne ne l'a vu, sauf à partir de 1980. C'est important à savoir pour le film que vous verrez lundi. Je n'en dis pas plus. Oui, c'était trop choquant pour l'époque, donc il était impossible de montrer quasiment la mort de cette petite fille. C'était même avant le code AIS. Et la phrase, c'est lorsque... là aussi. C'est toujours le même, oui. C'est quand il dit qu'ils sont aussi puissants que Dieu. Exactement. C'est la phrase où il dit que maintenant il sait ce que c'est qu'être Dieu. Je ne me rappelle plus exactement. Alors, à partir de là, la phrase a été coupée et puis il y a un effet sonore qui est mis à la place dans la version censurée. Il était impensable, évidemment,
que le personnage se dise plus puissant que Dieu. On est dans une Amérique extrêmement puritaine, bien évidemment. Donc, moi je la compare toujours à la tour de Babel, hein, cette tour absolument gigantesque va permettre bien sûr des plans hallucinants où les personnages évidemment apparaissent absolument minuscules hein, quand on les voit descendre, et la dimension permet également des plongées et des contre-plongées absolument phénoménales, hein, qui sont là aussi un des éléments caractéristiques de ce cinéma. Bien sûr, on a les plans du moulin. Je les ai mis parce que si vous connaissez justement Sleepy Hollow de Tim Burton, vous avez les mêmes, hein, exactement le même plan dans le film. On va continuer. Alors, bien sûr, il y a un gros travail sur le jeu d'ombre et de lumière à différents niveaux. Le jeu d'ombre qui se rapproche un petit peu de ce qu'on peut trouver par exemple dans Nosferatu, et on montrera tout à l'heure un extrait de Nosferatu, c'est dans évidemment lorsque Fritz va chercher hein, le cerveau, quand il apparaît, c'est son ombre hein, projetée contre le mur qui apparaît. Alors d'ailleurs il faut que je précise quelque chose. J'ai parlé des décors évidemment gigantesques, des décors inquiétants, des décors menaçants. Vous avez dû remarquer que dans le film, en revanche, il y a aussi des espaces de stabilité, hein, ou des espaces qui ne sont pas du tout hein, expressionnistes. Un des espaces de stabilité, c'est la maison. La maison, qui est une bonne maison solide, bourgeoise, hein, américaine, et quand on voit pour la première fois hein, sa fiancée, on sent qu'elle est à l'abri. D'ailleurs, la maison prend des aspects plus inquiétants et il y a une espèce d'obliquité qui apparaît dans la maison à partir du moment où le monstre est à l'intérieur. Vous verrez, vous reverrez, les cadres ne sont plus droits, ils sont penchés et on travaille sur la charpente pour montrer de manière très nette hein, une rupture de l'horizontalité et de la verticalité qui montre bien que la stabilité n'est plus là. Et puis vous avez bien sûr la séquence que l'on peut étudier plan par plan, mais aujourd'hui on n'aura pas le temps, hein, avec la petite fille, hein, qui elle est complètement différente, beaucoup plus éclairée, et vous avez au fond cette nature qui renvoie là hein, à un des aspects du roman, parce que le roman est un roman gothique où les descriptions hein, de la nature sont assez phénoménales. Vous avez ensuite, bien sûr, un travail qu'on retrouvera très souvent ensuite dans le cinéma, qui consiste à utiliser le gros plan et avoir une face sombre et une face éclairée. Je suis sûr que dans votre univers cinématographique, tout ça vous rappelle plein de films où vous avez vu hein, ce type de travail. Alors c'est intéressant ici parce que il faut se poser la question de l'objectif de Well et de ce qu'il dit hein, de cette créature. La question est toujours où est le monstre ? Et une clé, bien sûr, de la lecture du film se trouve justement dans cette séquence avec la petite fille, où là, il y a des éléments absolument essentiels. Et puis, vous avez l'arrivée, bien sûr, par cette porte. Et regardez, j'ai mis à côté l'arrivée du vampire dans le Nosferatu de Murnau, et vous voyez qu'il y a tout de même une certaine similitude. On peut peut-être passer l'extrait de Nosferatu. C'est là où il écrit Jamie. Voilà. Alors, on va quand même vous passer quelques extraits. Comme on vient de voir le comte se déplacer, petite remarque d'ailleurs sur la démarche de Boris Karloff dans le film. Alors, sachez qu'on part du principe que c'est à partir de cette démarche que l'on a ensuite inventé le déplacement de tous les films où vont apparaître des zombies. Les zombies du cinéma américain vont chercher donc leur mode de déplacement dans, évidemment, celui de Boris Karloff dans Frankenstein. C'est ça la référence. On continue et vous voyez que
on pourrait prendre, mais vraiment dans tout le film, hein, des photogrammes. On voit à chaque fois le travail qui est fait sur l'ombre et la lumière. C'est vraiment le travail le plus important dans le film. Même ici, hein, lorsque l'on voit les villageois qui sont révoltés par ce qui s'est passé, regardez bien comment se projettent les ombres. Les ombres sont toujours beaucoup plus inquiétantes dans la version expressionniste que la représentation même des personnages. Et puis, vous avez ce plan en contre-plongée avec, évidemment, un travail d'éclairage du visage tout à fait hallucinant, à comparer, bien sûr, avec, justement, l'aspect qu'il a dans la séquence avec la petite fille, hein, qui est complètement différente. D'une certaine manière, il n'y a plus de monstruosité par la mise en scène dans la séquence avec la petite fille. Et je disais tout à l'heure qu'il a forcément, à mon avis, James Webb, vu un certain nombre de films expressionnistes. Regardez, là, je les ai mis l'une à côté de l'autre. D'un côté, vous avez le cabinet du docteur Caligari, et de l'autre, vous avez Frankenstein. C'est quand même assez troublant, hein, n'est-ce pas? Donc, il est évident que non seulement il a vu les films, mais on peut dire qu'il rend hommage, hein, à, évidemment, ce cinéma à qui il va devoir beaucoup. On peut continuer. Et autre exemple évident d'utilisation, hein, c'est bien sûr le Metropolis de Fritz Lang. Alors, avec évidemment cette remarque, qui est le chef opérateur de Metropolis? C'est Karl Freund, qui est bien sûr le chef ops qui était au départ sur le film. On continue. Alors on en arrive justement, hein, à ce principe donc d'obliquité qui va être évidemment un élément là aussi important, et aussi un travail à partir de la lumière de façon à déstructurer tous les éléments du décor. Et donc dans un film expressionniste, une fenêtre ne peut pas être rectangle ou carré. Il faut forcément qu'elle ait un aspect complètement différent. La manière dont la lumière pénètre à chaque fois dans la tour n'est absolument pas naturelle. Alors, petit élément important sur cet expressionnisme, c'est évidemment la thèse que Krakauer défend. J'ai dit tout à l'heure que Krakauer est conscient que c'est un travail, hein, d'une équipe cinématographique, mais pour lui, les cinéastes du caligarisme, en exprimant un chaos, car ici l'idée c'est vraiment de montrer le chaos, eh bien s'il appelle son livre de Caligari à Hitler, c'est parce qu'il estime que d'un côté, ces films arrivent après la Première Guerre mondiale, donc un peu comme le fait Autodix dans sa peinture, il y a bien sûr tout ce que l'on ressent à la suite de l'horreur et de la boucherie qui a été cette Première Guerre, mais pour lui, il y a aussi dans ce cinéma un aspect visionnaire, et à travers donc ces personnages de savants fous, donc, et il cite bien sûr deux personnages importants, le savant fou de Caligari, mais également le docteur Mabuse de Fritz Lang, eh bien, il estime que ces cinéastes ont, dans leur cinéma, dans la représentation, ils ont annoncé, évidemment, ce qu'allait être le nazisme et le chaos dans lequel l'Allemagne allait tomber. Donc ça, c'est une thèse qu'il défend véritablement dans le film, dans le livre, pardon. Ici, on retrouve, oui, bien sûr, vous voyez, l'obliquité dont je parlais tout à l'heure, qui est plus nette à la fin du film qu'elle ne l'était au début. Et puis, j'ai mis quelques éléments de plongée et contre-plongée qui sont absolument là aussi omniprésents dans le film. Alors, on dit, vous savez, le principe, la contre-plongée monumentalise, et la plongée a tendance à écraser les personnages. C'est vrai, bien sûr, c'est l'aspect principal. Il faut toujours se dire que des cinéastes s'emparent de ces cadrages et sont parfaitement capables d'obtenir autre chose que ces deux effets, bien entendu. On continue. Alors, comme il ne me reste que 10 minutes, je voulais quand même vous donner un autre axe de travail que le seul aspect, évidemment, esthétique du film.
Et il y a un élément qui me semble très important, c'est la représentation de la femme dans le film. Alors, ce n'est pas par hasard que je dis ça. Well n'est pas, James West n'est pas n'importe qui à cette époque-là, c'est un cinéaste militant. Il est à la fois ouvertement homosexuel et ouvertement féministe. Ce qui lui vaut bien sûr des railleries, des moqueries de la part évidemment du monde d'Hollywood, hein, qui, vous le savez, à cette époque-là, essaie de cacher à travers les magazines People, évidemment, la sexualité de ces stars. Et donc, dans le film, on va peut-être avancer pour arriver sur quelque chose. Voilà. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'il y a des plans dans le film qu'il faut absolument analyser comme une représentation qu'il dénonce. Et c'est notamment celle-ci. Regardez, moi, ce plan, la première fois que je l'ai vu, ça m'a quand même choqué. Hein. Elle est assise à côté, exactement comme le chien, à ses pieds, hein, et on la retrouve à la fin. Hein. Donc, il y a quand même, dans la manière de représenter la femme dans cette société américaine, hein, une dénonciation. Il faut bien le voir comme une dénonciation de la part de James West. C'est pour ça que j'en parle, parce que quand on le regarde comme ça, mais qu'on ne connaît pas le cinéaste, qu'on ne connaît pas son engagement, qu'on ne sait pas ce qu'il a fait, évidemment, on peut très bien regarder le plan et en avoir une interprétation tout à fait autre. Hein. Ici, et on le voit d'ailleurs, c'est très intéressant dans le dernier plan. Si vous avez bien étudié le film, on imagine que le père, avec ses petites servantes, hein, regardez bien le film, vous verrez qu'il y a des petits détails qui laissent penser qu'elles ne sont pas que des servantes. Hein. Et ici, vous les avez en premier plan, et vous avez dans un contre-champ, une profondeur de champ, pardon, à nouveau, donc, le fils, bien sûr, vivant, ce qui n'était pas dans la version d'origine. Hein. Dans le scénario 1, ils meurent tous les deux. Sauf que la production a exigé un happy end. Donc, évidemment, on le retrouve ici, avec, bien sûr, sa femme à ses pieds. Hein. Bien sûr, elle est là pour l'aider, pour le conforter. Et surtout, est-ce que vous avez une preuve absolue de la mort de la créature du docteur? La réponse n'est pas oui. Hein. Et on le voit dans une situation délicate, mais vous ne le voyez pas mourir. C'est très important parce que le film a coûté 300 000 $. Il rapporte 12 millions. À l'époque, vous imaginez. Donc 3 ans après, la suite. Alors je vous conseille bien sûr de voir la suite parce que pour moi la suite est un film bien meilleur que celui-ci. En fait, pour moi le plus intéressant c'est La fiancée de Frankenstein, mais La fiancée de Frankenstein n'est pas dans le catalogue collège, donc nous ne pouvons pas vous le présenter. C'est pourquoi on reprend Frankenstein. Donc, essayez de voir la suite, d'autant que la suite est beaucoup plus proche du roman. Hein, puisque si vous avez lu le roman, c'est un serial killer. Hein, dans le roman, la créature est un serial killer et elle tue parce qu'elle exige du démiurge de lui créer une fiancée. Hein, c'est dans le roman. Hein, et on va donc retrouver cela dans la version suivante, qui est bien sûr de James Webb, qui a le même chef-op et qui aura le même acteur dans le rôle de Frankenstein. On peut revenir un petit peu en arrière. Si vous avez du temps, pourquoi j'ai pris cette séquence? On est en 1931. En 1931, on commence avec le parlant, tout de même. Et pourtant, ce film, moi je le trouve extrêmement bavard. Hein. Il y a énormément de scènes dialoguées. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier. Prenons cette séquence. Mais bien sûr, celle avec la petite fille est tout aussi intéressante. Mais si vous la regardez, que vous l'étudiez plan par plan, vous allez voir tout le travail de mise en scène et de montage qui a été fait par le réalisateur. On comprend très vite que celui qui arrive a des sentiments pour la jeune femme. Si vous regardez la manière dont c'est mis en scène, vous verrez d'abord que
à chaque fois qu'il y a une tentative d'exprimer quelque chose, vous les aurez séparés à l'écran. Autrement dit, il n'y a pas ici de rapprochement dans le cadre. Le cadre n'enferme pas. Or, au cinéma, quand le cadre enferme, le couple s'épanouit. Le couple existe. Le couple est là. Et s'il ne l'est pas encore, le cadre vous dit que vous allez avoir un couple. Là, c'est tout le contraire. Le cadre et la mise en scène les éloignent. Et quand vous les avez ensemble dans le plan, regardez ce qu'il y a devant. On rappelle que c'est un trio, bien entendu. Et vous avez le docteur Frankenstein qui est bien présent à l'écran. On ne peut pas l'oublier, alors que lui, évidemment, est à des années-lumière de cela. Et ensuite, quand la séquence continue, eh bien, on s'aperçoit que souvent, quand il essaie, soit il est donc séparé, soit vous voyez, elle ne le voit pas, parce que tout simplement, elle lui tourne le dos. Et les seuls moments où ils sont face à face, elle lui parle du docteur Frankenstein. Donc, évidemment, ces tentatives sont vaines du début à la fin. Et quand le cadre grandit, il se retrouve perdu et on n'a plus d'intimité. Or, cette maison, de par, évidemment, son côté, là aussi, monumental, eh bien, quand vous avez des plans d'ensemble, il n'est plus question d'espérer une quelconque intimité dans la maison. Donc, tout dans la mise en scène concourt à ce que la tentative d'exprimer ses sentiments soit vaine. En revanche, par rapport justement à la position de la femme et à, évidemment, ce machisme que James Whale va dénoncer, vous avez dû remarquer qu'à la fin, lorsqu'il part à la recherche de sa création, il dit au prétendant, elle est à toi. Ça ne pose pas, on ne se pose pas de questions. C'est-à-dire que naturellement, le trajet se fait. Donc, ce n'est pas une idée de confier. Les mots sont quand même extrêmement forts, et on ne lui demande pas à elle son avis. Donc, il faut avoir dans ce film, ça me paraît un élément, un axe d'étude très intéressant, il faut avoir dans ce film l'entrée anti-machiste et totalement féministe qu'avait le metteur en scène. Ça c'est rarement dit pour ce film, c'est pour ça que je préfère terminer sur quelque chose d'original, qu'on ne trouvera pas partout, mais qui me semble absolument essentiel comme démonstration de ce qu'on peut faire, justement, dans un film extrêmement populaire dans les années 30. Oui, malheureusement, il reste quoi, 3 minutes? Ouais, oui, peut-être si tu veux, sinon... Non, je sais pas, tu veux. Non, sinon, quelques petites choses par rapport aux autres versions qui existent. Vous savez qu'ensuite, le personnage de Frankenstein, on va le retrouver dans le cinéma. Alors, il y a une version très récente, avec dans le rôle justement d'un pseudo-Fritz, Harry Potter, une version que j'ai vue par nécessité, on va dire. Je vous la déconseille, ne perdez pas votre temps, mais c'est un film qui a 3-4 ans, pas plus, qui est, je pense, la dernière version. Si vous voulez montrer un travail fait autour du personnage du roman et de Frankenstein, moi je vous conseille 2 choses. Bien sûr, Frankenweenie de Tim Burton, ça c'est absolument hallucinant. Et puis surtout, essayez de montrer la parodie de Mel Brooks, qui s'appelle Frankenstein Junior. C'est désopilant, et vous allez pouvoir retrouver les séquences du film en parodie absolue. Notamment, il y a une séquence avec la petite fille, qui est à hurler de rire. Donc, n'hésitez pas à aller voir vers ces versions. Et puis, si vous voulez montrer justement une autre esthétique par rapport au cinéma, eh bien, allez vers la Hammer, évidemment. Et là, vous allez donc trouver les films de Terence Fisher. Terence Fisher, c'est le cinéaste emblématique de la Hammer. Vous allez le trouver... c'est lui aussi qui a fait
Dracula, voilà. Donc, allez voir ces films. Vous allez retrouver aussi des acteurs qui sont des acteurs récurrents dans tous les films de la Hammer. Là, vous êtes aussi dans un cinéma en couleur, et avec des couleurs extrêmement fortes, extrêmement violentes. C'est facile à trouver, je pense, les films de la Hammer, même je pense sur YouTube, vous devez pouvoir facilement trouver des extraits. Oui, je vous donne la parole après. Des extraits assez facilement, pour justement montrer, mettre en écho différentes façons d'aborder sur le plan esthétique le personnage. Voilà, oui, vous vouliez dire. C'est ce que je disais. Oui, alors moi c'est un film que je déteste profondément, mais on peut le citer. Oui, oui. Donc le film avec effectivement Robert De Niro. En revanche, ce qui est intéressant sur le film de De Niro, moi je vous conseille surtout de vous intéresser à l'affiche. Il y a une affiche absolument remarquable, toute en synecdoque, et qui, elle, en revanche, est assez intéressante pour justement rappeler le besoin de ne pas montrer l'élément créé. C'était exactement le même principe avec le E.T. de Spielberg en 81, c'est-à-dire un élément pour le tout, c'est-à-dire qu'on vous montre juste une partie du corps, et ça doit évidemment donner l'envie, et surtout on ne montre pas, alors on montre parce que évidemment le hors-champ est impossible à un moment donné dans ce type de film, mais on va garder, d'ailleurs ça je n'ai pas dit, mais il y a une espèce de volonté de la part de Whale de retarder au maximum l'arrivée, et d'ailleurs il y a volonté de frustration, c'est lorsqu'il enlève pour la première fois, il soulève le linge, tout le monde espère, à l'époque, imaginez, vous avez forcément vu des photos, des images, vous avez votre imaginaire qui est garni, mais en 1931, imaginez les spectateurs, rien évidemment ne transpire, il n'y a pas de photo à l'entrée des salles, et donc on attend bien sûr le moment où on verra qui interprète, parce qu'en plus c'est pas écrit au générique, et donc eh bien, un petit peu de frustration, et puis un peu plus tard évidemment on le verra apparaître, et on verra apparaître de dos d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Voilà, écoutez, il est 17h, donc dernier petit mot. Juste pour ceux qui sont... Merci Stéphane, merci beaucoup.